en 96 en Algérie, mais bon, ça n'a pas marché. Je vais passer là-dessus. Et donc à mon arrivée ici, c'est naturellement que je me suis orientée vers l'entrepreneuriat et j'ai un grand plaisir à accompagner des porteurs de projets pour développer leur affaire. Et j'ai eu pas mal de succès, on va voir quelques-uns. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner des idées de démarrer votre propre entreprise ou de partir son affaire, comme on dit ici, et de vous donner quelques pistes, quelques perspectives qui vont vous aider à voir mieux, à comprendre qu'est-ce que ça prend, comprendre les démarches et à vous donner quelques orientations. Donc, je vais agrandir mon écran pour démarrer. Donc, voilà, on va voir différents axes. Donc, mais avant tout, Adel l'a déjà dit, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat. Ça, je vais les lire en même temps, je suis habituée à ça. Donc, ça ne me dérange pas et c'est avec plaisir aussi. Donc, on va voir les différents axes. Donc, le premier axe, ça va être, on va voir quelques notions liées à l'entrepreneuriat. C'est des notions fondamentales. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire de comprendre dans quelle situation on met ses pieds et qu'est-ce que ça prend, à quoi s'attendre, etc. Après, on va voir les différentes façons de démarrer son entreprise parce qu'il y a différentes façons. On a différentes possibilités. Alors, bien sûr, je vais aborder ce qui se passe ici au Québec, ce qui se fait ici au Québec. Et puis, l'axe 3, ça va être comment trouver une idée d'affaires. Donc, comment trouver la bonne affaire, comment justement trouver sur quoi travailler, comment préparer son projet. L'axe 4, ça va être comment valider cette idée d'affaires avec le triangle entrepreneurial. Et puis en axe 5, mais ça va être vraiment rapide parce que c'est quelque chose que je ne peux pas vous faire c'est-à-dire comme axe 5 dans un webinaire où j'ai abordé autant de points, mais je vais vous en parler. C'est le fameux plan d'affaires et aussi le fameux BMC qui sont maintenant les deux méthodes qui sont utilisées pour démarrer son projet, pour valider son projet d'affaires. Et puis, je vais vous donner aussi quelques informations et puis je répondrai à vos questions. Donc, on commence. Quelques notions fondamentales de l'entrepreneuriat. Alors, c'est quoi ou qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Donc, d'abord, l'entrepreneuriat, c'est quand une personne comprend ou elle va prendre conscience qu'elle est capable de posséder sa propre entreprise, elle est capable de démarrer sa propre affaire. C'est-à-dire qu'elle n'est plus obligée d'être un salarié, de travailler pour quelqu'un, mais elle est elle-même capable de travailler sur son idée, de produire un bien, de produire un service, ou alors comment dire, de vendre un événement, parce qu'il y a différentes façons de partir en affaires. Donc là, à partir de ce moment-là, on se met dans la peau d'un entrepreneur. Mais seulement, on ne devient pas pour autant entrepreneur. Ce n'est pas parce qu'on le veut, ce n'est pas parce qu'on a pris conscience ou ce n'est pas parce qu'on est fatigué d'être salarié qu'on va devenir entrepreneur. Il faut aussi c'est-à-dire être dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça nécessite de prendre connaissance de toutes les démarches, de toutes les étapes que ça prend pour aller vers la création d'entreprise, pour aller vers le démarrage d'entreprise. C'est ce que probablement vous êtes en train de faire puisque vous êtes inscrit à ce webinaire. Ça fait partie des premières démarches justement, c'est de comprendre tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat et de voir quelles sont les étapes clés pour partir son affaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui imagine, qui développe, qui réalise ses visions d'affaires. C'est-à-dire, il a une vision, il a une façon de faire, il a sa propre logique. D'ailleurs, souvent, on dit que les entrepreneurs, c'est les gens qui n'ont pas réussi à l'école. C'est les gens qui n'ont pas pu se mettre dans les rangs, accepter la discipline, accepter de faire ce qu'on leur dit de faire à la façon qu'on leur demande de le faire parce qu'ils ont leur propre idée, ils ont leur propre façon, ils voient les choses autrement, ils n'arrivent pas à répéter les choses qu'on leur dit de faire. Et souvent, ça finit par un échec scolaire. Ces entrepreneurs-là, ils vont développer, ces enfants-là qui sont devenus entrepreneurs, ils vont développer leur propre vision avec leur propre sensibilité, avec leur propre façon de réfléchir, leur propre façon de faire. Donc, c'est ça être un entrepreneur, c'est développer son idée à sa façon, à sa manière. Alors, c'est sûr que ce n'est pas uniquement ça, être un entrepreneur, parce que sinon, on pourrait confondre entrepreneur et rêver ou un rêveur, ok? Parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas uniquement cette partie-là, mais on va la compléter plus tard.
Mais c'est déjà ça, un début. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va faire les choses qu'il veut réaliser de lui-même. Et puis, donc, à ce premier morceau-là de définition d'un entrepreneur, on va rajouter, donc, il est capable de passer à l'action. Il est capable de passer à l'action, ce qui va distinguer le rêveur de l'entrepreneur. Entreprendre, c'est passer à l'action. Donc, je ne vais pas dire je voudrais faire telle chose de cette façon, etc., mais je passe à l'action. Donc, je trace des objectifs et je vais mobiliser les ressources et les moyens pour les atteindre. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas facile, mais c'est réalisable, OK? Donc, c'est ça un entrepreneur, c'est vouloir faire quelque chose. On a une idée qu'on va matérialiser à travers un produit, un service, un événement, et puis on va se fixer des objectifs et mobiliser des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est ça, être un entrepreneur. Donc, c'est une volonté de voir aboutir son projet et aussi, une autre partie qu'il faut intégrer, c'est que quand on décide d'être entrepreneur, il y a toujours un facteur qu'il faut intégrer, c'est qu'il faut accepter les risques. Il faut, entre autres, je dis les risques, mais il y a pas mal de choses quand, peut-être que j'en parlerai, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est les risques, c'est le stress, c'est la charge de travail, c'est l'angoisse aussi de réussir ou de ne pas réussir. Tout ça, c'est le lot des entrepreneurs. Il ne faut pas croire que quand un entrepreneur vous montre son affaire, ça marche, etc. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, croyez-moi, qui sont passés par des moments très, 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 très difficiles, mais c'est ça, ils s'attendaient à ça parce qu'ils savaient que c'est le lot quotidien des entrepreneurs avant d'arriver à la réussite, avant d'arriver à ce qu'on parle de vous dans les journaux, à ce que votre site web soit visité combien de fois par jour, que vos produits soient vendus, etc. Il faut être dans cette peau-là, il faut accepter. Alors, un projet entrepreneurial, donc, est un projet qui vise à produire de la nouveauté, innover, mener des actions en vue de produire un bien ou un service ou un événement qui apporte une valeur. Ça, c'est très important. Je vais revenir dessus plus tard. Mais déjà, il faut le fixer dans vos têtes. Être un entrepreneur, c'est apporter une solution qui a de la valeur aux yeux des clients. Ce qui va justement nous différencier du rêveur. Le rêveur n'apporte pas une valeur aux autres. Il apporte quelque chose pour lui, ça le satisfait sur place, il rêve, il passe un bon moment. Mais un entrepreneur, il a une idée qui va transformer en produit et service, et ce produit et service va régler un problème à des gens quelque part qui vont accepter de payer, de lui donner son argent pour qu'il l'achète. Donc, il apporte une valeur, il répond à un besoin, il apporte une solution, il règle un problème. Et là, c'est à partir de là qu'on devient réellement entrepreneur. Donc ça, c'est un peu les notions qui sont associées. L'autre point, c'est quel type d'entreprise. Alors, on peut démarrer son affaire, on peut partir en affaire sous différents angles, en allant dans différentes directions. Alors, généralement, ce qu'on voit se développer comment dire, dans le monde, c'est les entreprises à but lucratif, c'est-à-dire c'est des entreprises qui ont pour but, excusez-moi, je vais prendre un mouchoir, c'est des entreprises qui ont pour but de faire du profit. Donc, c'est les magasins, c'est les restaurants, c'est les agences, c'est les entreprises qui fabriquent, c'est les agences de communication, toutes les entreprises qui réalisent un profit. Mais attention, on peut aussi partir en affaires en créant une coopérative ou un OBNL ou une fondation. Donc, c'est aussi des entreprises, c'est aussi des acteurs économiques qui vont réaliser des services pour la société, qui vont produire des produits pour la société si c'est une coopérative de travailleurs. Donc, ça peut aussi être une idée. Et moi, franchement, j'encourage beaucoup mes élèves et puis ceux qui me contactent, aller dans cette direction. Je vous le dis tout de suite pourquoi, parce que dans le domaine des OBNL et des coopératives, il y a beaucoup de subventions. Donc, quand on a une idée et qu'on veut la développer sous forme de coopérative ou d'OBNL, on peut aller chercher beaucoup de subventions dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Alors, on peut créer une entreprise de biens,
vendre des biens comme Best Buy, toutes les entreprises qu'on voit, tous les biens qu'on achète, qu'on consomme, qu'on utilise sont fabriqués par des entreprises de biens. Des entreprises de services comme Bell, Vidéotron, les médecins, les avocats, les notaires, les comptables, etc. Et puis, ça peut être une entreprise physique, ça peut être une entreprise virtuelle. Je peux créer juste un site web et puis vendre des choses ou vendre des services, ou alors ça peut être une plateforme de livraison. Ça se développe de plus en plus. Et puis, je peux avoir une entreprise locale, provinciale, nationale, internationale. Ça va différer aussi. Maintenant, on va aborder l'esprit d'entreprise. OK, c'est quoi l'esprit d'entreprise? C'est quoi, on va dire, ah, cette personne a l'esprit d'entreprise, telle autre n'a pas l'esprit d'entreprise. Alors, l'esprit d'entreprise, il se définit. Alors, non, j'ai. Pourquoi ça? Voilà. L'esprit d'entreprise se définit par 4 piliers. OK? Donc, on a la vision, on a la motivation, on a la résilience et on a aussi la capacité de la résilience, la motivation. Il me manque un pilier quelque part. OK, c'est 3. OK, donc c'est la vision, la motivation et la résilience. Alors, la vision, c'est quoi? Donc, c'est le pilier qui permet de se fixer un objectif clair et de mener les actions pour les atteindre. La vision, c'est, je dis toujours que pour démarrer une entreprise, il lui faut un début, c'est la mission. La mission d'une entreprise, c'est expliquer qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, où je le fais, pour qui je le fais. Mais il faut avoir une vision parce que c'est pas le plus difficile n'est pas de créer une entreprise. Le plus difficile, c'est de la faire grandir. C'est de l'amener à un point où elle va être connue, il y aura de la croissance, etc. Donc, être un entrepreneur et avoir l'esprit d'entreprise, oui, c'est démarrer une entreprise, mais avoir une vision, dessiner un futur, créer un futur pour votre entreprise. Comment vous voulez voir votre entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, voir les choses plus loin, être précurseur, être vraiment quelqu'un qui va changer les choses. Donc, c'est ça, suivre son intuition et avoir l'intention de développer ou de concrétiser cette intuition. Avoir l'esprit d'entreprise aussi, c'est la motivation. Je l'ai dit, ça prend beaucoup d'efforts, mais vraiment beaucoup d'efforts. Je vous dis, c'est facile de se décourager. C'est facile de se décourager, mais si on a l'esprit d'entreprise, on s'accroche. Actuellement, je suis avec un entrepreneur qui développe son produit. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les difficultés qu'il a à trouver juste quelqu'un qui va lui fabriquer une partie, un prototype, comme il le souhaite de son produit, et puis le reproduire pour qu'il soit comment dire, mis sur l'échelle de production et tout. Et à chaque fois, c'est un retour en arrière. À chaque fois, il faut recommencer. À chaque fois, il refait toutes ses prévisions. À chaque fois, il refait ses contacts. C'est très difficile. Donc, la motivation, c'est elle qui va nous permettre de rester toujours concentrés sur ce qu'on veut avoir. C'est elle qui va nous permettre, OK, de nous dire, OK, ne lâchez pas, tenez bon, on va y arriver. Donc, si on a cette motivation, si on comprend pourquoi on a fait tout ça, on ne va jamais lâcher, même si c'est pénible, même si c'est difficile. L'autre, vraiment pilier, c'est la résilience. La résilience, c'est d'avancer malgré les difficultés. Alors, c'est vraiment, il faut être capable de passer au-delà des difficultés, il faut être capable de les absorber, il faut être capable de composer avec ces contraintes, il faut être capable comment dire, de s'adapter aux nouvelles situations, de faire autrement, de trouver de nouvelles situations, ne jamais lâcher prise. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est toujours j'ai un fournisseur, mais il m'a laissé tomber, j'ai fait des aménagements, mais ils ne sont pas autorisés, etc. etc. Donc, il faut être capable d'absorber et d'aller au-delà de ces situations de contraintes. Alors, comment on peut démarrer son affaire ici au Québec? Alors, il y en a plusieurs, on va voir les plus populaires. Alors, il y a ce qu'on appelle le reprenariat, c'est le rachat d'une entreprise déjà existante. Et je vous dis tout de suite, c'est très encouragé. Il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui ont racheté des entreprises qui existent déjà. Ils ont eu des subventions et des prêts, mais bien sûr, il faut une démarche. Quand je vous dis que c'est encouragé,
je vous le dis tout de suite, ça prend un plan d'affaires. Vous ne pouvez pas aller chercher du financement, vous ne pouvez pas aller chercher une subvention ou un prêt si vous n'avez pas un plan d'affaires. C'est sûr que maintenant, il y a un autre outil qui est demandé, c'est le BMC, on va le voir, mais ça prend une démarche parce qu'on l'a dit au départ, être entrepreneur, c'est passer à l'action, c'est tracer des objectifs et mobiliser les moyens d'atteindre ces objectifs. Et toute cette démarche-là, elle est résumée dans un plan d'affaires. Donc, on peut aller racheter une entreprise qui existe déjà, c'est ce qu'on appelle le reprenariat. On peut aller acheter une franchise. Je vais en parler juste, je vais faire allusion à certaines situations un peu compliquées. Être travailleur autonome, ça marche vraiment. Démarrer une nouvelle entreprise. Alors, acquérir une entreprise existante, pourquoi je vous encourage à adopter cette situation, au-delà du fait qu'il y a du financement, il y a des subventions surtout dans les régions parce que les responsables locaux n'aimeraient pas que les régions soient désertes, qu'elles soient, c'est-à-dire abandonnées. Donc, si vous avez l'intention de reprendre un restaurant, un café, un magasin, une petite entreprise locale, ils vous encourageront toujours à la reprendre. Donc, mais pour vous, au-delà de cet avantage financier que vous allez avoir, mais aussi c'est une façon de commencer directement votre entreprise en travaillant sur quelque chose qui a été déjà fait, qui a été déjà réfléchi, le concept fonctionne, l'idée est là, le fonds de commerce est là, les clients sont là. Donc, vous n'avez qu'à prendre la machine en marche et vous allez continuer à travailler dessus. Donc, c'est une belle occasion pour démarrer son entreprise. Mais moi, je dis ça et je dis quelque chose d'autre en plus. C'est une belle chose, c'est une belle façon parce que ça vous économise du temps, ça vous économise les tracas d'aller chercher les clients, d'aller chercher les fournisseurs, d'aménager, etc., etc. Mais développer son affaire en rachetant une autre entreprise, ça nécessite que vous soyez capable d'aimer cette idée-là. C'est-à-dire quoi? Oui. Il y a une question par rapport à BMC. Vous avez utilisé BMC à plusieurs reprises, donc ils veulent savoir ce que ça fait référence à. OK, parce que moi, je n'arrive pas à lire les chats. OK, donc Adel, c'est toi qui les lis? Oui, moi je m'en occupe. Oui, ne vous en faites pas. Moi, je m'en occupe. OK, merci, ça me soulage. Merci à vous. OK, alors le BMC, c'est quoi? C'est Business Model Canva, c'est le Canva du modèle d'affaires. Donc, c'est une matrice à 9 cases. Je vais vous la montrer après. Qui a tendance à se développer de plus en plus comme un outil de validation de son projet d'affaires. C'est-à-dire qu'on va vous proposer d'abord de travailler avec ce Canva avant d'aller rédiger votre plan d'affaires. C'est une matrice, vous pouvez l'écrire sur une feuille, sur un tableau, sur un mur. J'ai écrit un petit e-book là-dessus, je vais vous le montrer, mais c'est vraiment une façon géniale de valider son idée d'affaires. Donc, c'est ça, c'est Business Model Canva ou Canva du modèle d'affaires. OK, on va le voir après, c'est une matrice à 9 cases. C'est correct? OK, donc ce que je disais, donc tout ça c'est bon pour démarrer son affaire avec le rachat d'une entreprise. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée-là? Parce que moi je connais des personnes qui vont me dire, OK, je vais racheter un magasin ou un restaurant ou un café ou une entreprise de production, mais je ne vais pas aimer parce que les choses sont déjà faites. Il y a l'empreinte de l'ancien propriétaire ou de l'ancien patron. Je vais reprendre des clients qui ont les habitudes de travailler avec l'ancien patron. Ce n'est pas tellement ce que je veux aller avec mon idée, avec ma façon, etc. Donc, c'est comme quelqu'un qui va acheter une maison. Il y a certains que vous allez meubler la maison, l'aménager, tout, vous leur donnez la clé. Ils vont être très contents, ils vont s'approprier la maison, ils vont vivre dedans très bien. D'autres, dès qu'ils arrivent, ils voudront déplacer ça, refaire ça, changer ça, etc., pour s'approprier. Alors, c'est difficile quand on est dans cette dernière catégorie d'aller faire un rachat. Mais moi, j'ai accompagné au moins 3 projets de rachat d'entreprise. Ça a très bien marché. J'ai accompagné un cas de rachat d'une clinique de podologie. Ça s'est produit d'abord. L'entrepreneur, il a racheté une partie des clients parce que vous pouvez racheter d'abord les clients, ensuite racheter toute l'entreprise. Ça peut se faire par morceaux. Un autre qui a racheté une entreprise de transport adapté, un autre qui a racheté un garage de mécanique. Donc, ça a marché. Donc, c'est ça l'idée. Et dans les 3 cas,
les entrepreneurs ont gardé l'ancienne équipe, c'est-à-dire le patron qui a créé la boîte, il est resté parmi le personnel, il a continué à recevoir les clients, à travailler et tout. Mais ils étaient bien, il n'y avait pas de friction, il n'y avait pas de problème entre eux. Donc, pour trouver une idée, pour trouver ou acheter une entreprise, je vous ai mis quelques possibilités. Cherchez sur les journaux. Il y a toujours des occasions d'affaires. Vous regardez Le Devoir, le Journal des Affaires, le Journal de Montréal. Il y a toujours des publications sur des entreprises. Il y a aussi s'enseigner auprès d'agents immobiliers dans le secteur commercial parce qu'eux, ils sont au courant des locaux qui seront vendus parce qu'il y a une entreprise à vendre, etc. Il y a rechercher des annonces publicitaires, visiter les salons professionnels. C'est sûr que maintenant, il y en a de moins en moins. Aussi demander à des professionnels, les avocats, les comptables, les banques, s'ils connaissent les entreprises à vendre. J'ai oublié de mettre une autre source ici, c'est d'aller aussi aux structures qui sont chargées d'accompagner les entrepreneurs de votre territoire, dépendamment de où vous êtes. Est-ce que vous êtes à Montréal? Est-ce que vous êtes en région? Est-ce que vous êtes dans une municipalité? Mais de toute façon, quel que soit où vous habitez, il y a toujours une structure qui s'occupe de l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, vous pouvez les contacter, leur dire que vous avez l'intention de partir en affaires en rachetant une entreprise. Ils peuvent vous dire, voilà, il y a telle occasion, il y a telle occasion, il y a telle occasion. Ça peut être un CLD, ça peut être une SADC. C'est toutes ces affaires-là qui peuvent vous renseigner sur les possibilités de racheter une entreprise. Donc ça, c'est pour le rachat. La deuxième possibilité, c'est l'acquisition d'une franchise, c'est acheter une franchise. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi une franchise, j'explique ça rapidement. Donc, une franchise, c'est un contrat qui est signé entre un franchiseur et un franchisé. Alors, vous allez voir tous les Tim Hortons, tous les McDo, tous les dépanneurs, etc. C'est sous forme de franchise. Alors, dans le contrat de franchise, toutes les règles du jeu sont précisées, donc à savoir la gamme de services, les prix, les aménagements, etc. Et surtout, les redevances qui seront payées par le franchisé. Alors, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de démarrer son affaire avec une franchise, mais je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de situations que j'ai rencontrées où ça n'a pas marché. Je vous le dis en toute franchise. Mais il y a celles qui marchent, mais il y a aussi celles qui n'ont pas marché. Pourquoi? Parce que le projet n'a pas été suffisamment mûri et que des erreurs ont été commises. Alors, l'erreur numéro 1 à ne pas commettre quand on décide d'acheter une franchise, que ce soit une franchise d'entretien ménager ou d'alimentation ou de transport, peu importe ce que vous allez acheter, c'est de vous faire accompagner. De vous faire accompagner par un cabinet d'avocats qui vont lire le contrat de franchise parce qu'il y a plein de petites lignes qui sont écrites que vous n'allez pas comprendre et après, ça va vous mettre dans des situations difficiles. Ça, c'est la première chose. N'achetez pas une franchise par vous-même. Il faut faire examiner le contrat par un notaire ou un avocat. L'autre chose, c'est que avant d'aller dire oui, j'achète la franchise ou pas, il faut faire une recherche sur le franchiseur. C'est-à-dire que je dois savoir à qui il a vendu. Il a vendu 10 franchises. Je vais voir qu'est-ce qu'elles sont devenues ces franchises. Qu'est-ce que font les franchisés? Est-ce qu'ils sont toujours en activité? Est-ce qu'ils ont réussi? Je peux aller poser des questions aux franchisés. Je vais leur poser la question comment ça marche? Est-ce comment dire, il coopère avec vous? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il ne vous pose pas de problème? Mais si je veux acheter une franchise, c'est un franchiseur et que je regarde sur les 10 franchises, je trouve que si il est en justice avec et puis 4 elles sont presque en faillite, je ne vais pas acheter. Donc, il faut faire une enquête sur le franchiseur, sur tout son historique, à qui il a vendu, qu'est-ce qui sont devenus ses franchises et tout. Et puis aussi, il faut regarder la franchise qu'il vous propose. S'il vous propose d'acheter une franchise et qu'il vous balance dans un territoire où il y a déjà 36 000 franchisés, vous n'allez même pas pouvoir vendre à un client, ça ne sert à rien. Si il vous dit que je vous donne tant de clients, mais que je prends sur chaque client un 40%, ça ne sert à rien. Il faut lire le contrat de franchise correctement. C'est ça. Et puis l'autre chose, l'erreur aussi qui est commise, c'est que
acheter une franchise, c'est pas uniquement avoir le capital d'entrée. Il suffit pas d'avoir, par exemple, on va me dire, OK, une franchise d'entretien ménager, maintenant, elle est vendue entre, on va dire, entre 25 000 et 30 000 dollars. OK, je suis intéressée par ce domaine parce que c'est un domaine porteur, etc. Je vais acheter une franchise. Mais ce n'est pas uniquement ces 30 000 dollars qu'il me faut. Il faut que je prévoie toutes mes dépenses. Il faut que je prévoie mes dépenses pour la communication, mes déplacements, mes salaires, etc. Donc, il me faut un budget prévisionnel pour voir est-ce que je peux rentabiliser cet achat de franchise. Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, on a l'argent pour acheter la franchise, mais une fois qu'on l'a acheté, on n'a plus d'argent pour faire avancer notre idée, faire avancer notre projet parce qu'on n'a plus d'argent pour investir. Et puis, ce qui bloque, c'est que quand on achète une franchise, vous ne pouvez pas avoir de l'aide des institutions financières gouvernementales, c'est exclu. Votre seul recours, ça va être les banques commerciales. Donc, à ce moment-là, vous êtes obligé d'aller chercher un prêt. Vous n'aurez aucune aide de l'État. Donc ici, je ne me rappelle pas ce que j'ai mis le... Voilà, c'est ça. Si vous voulez acheter une franchise, voilà les liens. Donc ça, c'est pour l'acquisition. Donc, rechercher un franchiseur, flag franchise, devenir un franchisé. Donc, tout ça, c'est des sites que vous pouvez aller regarder pour trouver la franchise qui vous arrange ou que vous voudriez acheter et démarrer votre affaire. Mais faites un plan d'affaires et faites-vous aider par un notaire. Enquêter sur le franchiseur, regardez de près la franchise avant de démarrer. Alors, devenir travailleur autonome, c'est la troisième possibilité. Donc, c'est très fréquent. Donc, devenir un travailleur autonome, c'est quoi? C'est une personne qui va développer son affaire en proposant, en vendant des produits ou des services en son nom, avec ses propres moyens, et puis elle choisit ses clients, elle s'organise comme elle veut, comment dire, elle facture elle-même, elle assume les dépenses elle-même, le profit est à lui, les pertes sont à lui aussi. Donc, tout ça, c'est ce qui définit un travailleur autonome. Donc, il y a beaucoup de, comment dire, d'aides qui sont données aux travailleurs autonomes. J'en parlerai notamment de la mesure STA, soutien aux travailleurs autonomes. Donc, c'est une subvention de 23 000 dollars par année. C'est sous forme de salaire, donc qui est donné. C'est un salaire de 52 semaines. C'est sûr que ça prend des étapes, mais il y a aussi toute une réglementation favorable en matière de fiscalité et en matière de TPS-TVQ aussi qui encourage les travailleurs autonomes. Et puis, il y a aussi des soutiens en termes de coaching, etc., qui sont donnés par les institutions gouvernementales parce que le but étant, au lieu que je sois demandeur d'emploi, je vais créer mon propre emploi. Si je ne peux pas créer plus, au moins je crée mon propre emploi. C'est sûr que c'est une bonne façon de démarrer son affaire parce que on donne vraiment naissance à son projet, on développe son idée comme on le veut, comme on le souhaite, comme on le désire. Mais je dis toujours que pour réussir en tant que travailleur autonome, il faut être rigoureux. Parce que autant on est libre de faire ce qu'on veut, des fois, cette liberté-là, on la prend pour faire de l'anarchie. On ne s'organise pas correctement, on ne fait pas une bonne tenue de livre, on ne prend pas une, comment dire, on ne met pas en place une organisation pour suivre nos dépenses, pour sauvegarder nos factures, pour faire le suivi de nos clients, etc. Parce que justement, on est libre. Au lieu de le faire le matin, je vais le laisser pour le mois d'après, etc., etc. Donc, pour réussir ça, il faut vraiment être rigoureux et mettre en place toutes les procédures de gestion et d'administration d'une entreprise comme si vous étiez vraiment une entreprise avec des salariés, avec des travailleurs. Donc, ça, si vous êtes capable de faire ça, je connais beaucoup de travailleurs autonomes qui ont démarré leur entreprise comme ça et ils ont réussi. Par la suite, d'ailleurs, ils se sont transformés en entreprise individuelle. Donc, c'est ça, être travailleur autonome. Donc, vous pouvez prendre le secteur des services, le secteur des biens. L'autre façon, c'est ça, et c'est ça qui correspond vraiment à l'entrepreneuriat, c'est ça qui correspond à l'option d'entreprendre, c'est démarrer une entreprise à zéro.
c'est démarrer une entreprise à zéro, c'est développer son idée, créer donc une structure, recruter du personnel et puis faire toute l'installation, l'aménagement, la recherche de fournisseurs, la recherche de prestataires de services, de sous-traitants, faire toute la partie de branding soi-même, etc., etc. Donc là, ça aussi, ça prend un plan d'affaires. C'est lent, c'est difficile, mais c'est vraiment, c'est-à-dire c'est vraiment intéressant. Je vais vous donner un exemple, quelques exemples. Attendez, je vais voir juste, est-ce que je finis ça, après je vais vous montrer quelques exemples d'entrepreneurs qui ont démarré leur propre affaire, qui n'ont pas racheté. Donc, l'intrapreneuriat, c'est quoi? Je l'ai mis exprès parce que des fois, on entend parler de l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est des responsables, c'est des personnes qui travaillent déjà dans des entreprises. C'est les chefs de département, les chefs de service, les responsables de département qui vont développer des projets à l'intérieur de l'entreprise, d'où le terme intra, c'est-à-dire à l'intérieur d'une entreprise, vous allez trouver des personnes qui vont développer des projets. Par exemple, moi, je suis responsable des ressources humaines chez Bell, par exemple. Je vais créer une garderie pour les employés de Bell. Donc, j'ai créé mon entreprise, mais à l'intérieur déjà d'une entreprise qui existe déjà. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, je l'ai mis ici, je ne me rappelais pas que j'avais mis cet exemple-là. J'ai mis une garderie, un gym, une cafétéria à l'intérieur d'une entreprise qui existe déjà. Donc, je ne suis pas indépendant, je ne suis pas à l'extérieur, je suis déjà à l'intérieur d'une entreprise. Donc, si vous le rencontrez, c'est ça l'intrapreneuriat. Je vais revenir, je vais vous montrer quelques exemples. Je les ai préparés ici. Alors, Adel, dis-moi est-ce que vous les voyez, d'accord? Alors, je vais vous montrer, Adel, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Oui, on vous entend. Oui, vous voyez l'écran ici? Oui. OK. Donc, ça, c'est un centre d'amusement qui Dream, je ne sais pas ce que vous le connaissez ou pas, qui existe à Montréal. Vous pourrez regarder après son adresse. C'est une personne que j'ai accompagnée à créer son entreprise. Il est parti de rien. Il est parti de rien, mais il avait un rêve d'enfant, de devenir pilote. Et malheureusement, il n'a pas pu faire pilote parce qu'il n'avait pas la possibilité de poursuivre ses études. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait finalement une formation de design en aéronautique. Donc, après ça, il est parti comme travailleur autonome. Il créait les petits badges, les petits drapeaux pour les compagnies aériennes et tout. Et puis, il a eu l'idée d'offrir la possibilité aux enfants de connaître le métier d'avenir, leur métier d'avenir, de l'essayer, de le tester. Alors, il a eu l'idée de créer un centre d'amusement éducatif. Au départ, on l'a appelé centre d'amusement et profession, mais finalement, c'est centre d'amusement éducatif. Donc, l'idée, c'est un centre où vous allez trouver plein d'activités, plein d'ateliers. Alors, il y a par exemple un atelier d'assemblage aéronautique, mais quand je vous dis des ateliers, c'est vraiment des ateliers. L'atelier cosmologie, vous avez une navette qui va décoller. L'atelier construction, vous avez un petit bulldozer, vous avez un tracteur, vous avez tous les engins qu'on voit dans les chantiers, mais bien sûr en petite dimension, parce que c'est destiné aux enfants de 6 à 14 ans. Un atelier d'écologie, un atelier hôpital. Alors là, l'atelier hôpital, moi, j'étais impressionnée quand je l'ai vu parce que vous avez les enfants qui déplacent comme une sorte de personne sur des civières. Ils vont la brancher, ils vont lui mettre de l'oxygène, etc. Un atelier police, les pompiers, ils vont prendre la petite fourgonnette, ils vont aller éteindre le feu. Donc, il y a un mur de feu, il y a les lances à eau et tout. Pilotage. L'idée avait démarré avec l'atelier pilotage. Donc, il a installé un simulateur d'avion, un simulateur de vol. Donc, il y a l'avion. Dès que vous rentrez dans l'espace, vous allez voir un simulateur d'avion. Mais c'est quelqu'un on a travaillé pendant presque une année sur le projet pour finaliser le plan d'affaires. Après, pour chercher le financement, c'était vraiment, je ne vous dis pas, c'était un travail acharné parce qu'il n'avait pas assez d'argent.
je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui est venu ici immigrer. Hein. Il n'avait pas d'argent, il avait juste un 50 000 $ pour démarrer. Finalement, il a convaincu des personnes à mettre un peu d'argent dans son projet. Il a eu la mise de fonds et à partir de là, Desjardins a accepté de lui donner un premier financement de 250 000 $. Après ça, il a eu des subventions, il a eu des bourses et après ça, là, il a démarré, il est en activité, c'est une réussite vraiment. Mais c'est un travail, on peut dire, si on résume tout l'effort à peu près, c'est une affaire de 2 ans. C'est une affaire de 2 ans. Il est parti en Chine, il est resté 3 mois là-bas pour acheter tout son matériel et puis il a fait quelque chose de magnifique. Vous pouvez aller le regarder, vous pouvez chercher son site par la suite. Il y a aussi, je vais vous montrer une page Facebook d'une femme avec laquelle j'ai travaillé aussi, qui s'appelle Saliha, c'est une Algérienne. Elle, c'est toute petite, elle voyait sa grand-mère fabriquer comment dire, des potions à base d'huile d'olive et de cire d'abeille pour soigner tout. Donc, c'était la potion magique de sa grand-mère. Donc, arrivée ici, elle est ingénieure, donc elle n'a pas pu travailler bien sûr dans son domaine, c'est clair. Et puis, elle a eu l'idée de développer sa propre entreprise. Donc, elle a commencé à fabriquer ses produits. Alors, elle aussi, elle a vraiment travaillé, fait du chemin. Je me rappellerai toujours du premier pot de cire d'abeille et d'huile d'olive qu'elle m'avait donné. Elle m'a dit, Khaloudja, je te le donne si jamais tu as une brûlure, tu as quelque chose qui te fait mal, tu peux l'utiliser. Je lui ai dit non, merci Saliha. Franchement, je vous le dis, je lui ai dit non, merci. Ça puait, mais ce n'était pas possible. Elle m'a dit non, non, prends-le, mets-le dans un placard et puis on ne sait jamais, tu vas en avoir besoin. Mais au final, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rapprochée d'autres personnes qui travaillaient sur les huiles essentielles, donc elle rajoutait des huiles essentielles, des choses comme ça et tout. Et là, elle a développé sa gamme. Je l'ai invitée, je lui ai dit, comme elle est algérienne, je lui ai dit, tu vas faire un témoignage. Malheureusement, elle est occupée. Elle m'a dit qu'il fallait me prévenir à l'avance pour que je puisse m'organiser parce que je n'ai pas pu la prévenir suffisamment à l'avance. L'autre exemple que je vais vous montrer, c'est l'exemple d'une Marocaine. Donc, ça, c'est une Marocaine. Ça, c'est Kousmos. Donc, c'est une Marocaine qui est arrivée ici. Elle aussi, elle n'arrivait pas à trouver sa place dans le domaine du travail. Et puis, elle a développé, elle a toujours vécu avec sa maman qui prépare des couscous. Donc, c'est une berbère marocaine. Donc, elle a développé sa gamme, mais vraiment, maintenant, c'est une réussite. C'est une réussite, surtout en temps de pandémie. Maintenant, elle a fait des contrats avec les entreprises qui font les livraisons à domicile, etc. C'est vraiment une réussite. Ça, c'est pour vous donner quelques exemples des gens qui ont créé leur propre entreprise à partir de zéro, de vraiment zéro. Donc, parce que des fois, on se dit, oui, je n'ai pas les moyens. Si vous avez l'idée, c'est ça qui compte. Mais je vous ai dit, ce n'est pas une idée abstraite. L'idée, il faut la transformer en quelque chose de réaliste avec un plan d'affaires, avec une démarche planifiée. OK, donc on avance, s'il n'y a pas de questions. Donc, les facteurs clés de succès d'un projet entrepreneurial. Qu'est-ce que ça prend pour réussir son entreprise, pour réussir à développer sa propre affaire? Alors, ça prend la connaissance. OK? Donc, la connaissance, c'est-à-dire que c'est une compétence fondamentale. Je ne peux pas, par exemple, je peux pas prétendre faire, par exemple, au travailleur autonome et je vais vendre, par exemple, des formations si moi-même, je ne connais pas le domaine, je ne le maîtrise pas, etc. Donc, il faut que je sois compétente dans le domaine où je vais me lancer. Alors, aussi, le marché. Donc, connaître, ici, quand je parle de la connaissance, ce n'est pas uniquement une connaissance historique, mais il faut se mettre aussi à l'affût des choses qui arrivent, il faut actualiser, il faut être au parfum, il faut être toujours au top par rapport à ce qui se passe. Il faut aussi avoir un marché. Il faut avoir un marché parce qu'être entrepreneur, comme je l'ai dit, c'est vendre son idée, c'est rejoindre un marché. Donc, si je n'ai pas de clients, je ne suis pas entrepreneur. Si je cultive des pommes de terre dans mon jardin
et que je les mange à la fin de la journée, c'est sûr que j'ai créé quelque chose. J'ai produit des pommes de terre ou des tomates, mais je n'ai pas vendu, je n'ai pas réalisé de profit, donc je ne suis pas une entrepreneur. Si je n'ai pas de clients, s'il n'y a pas de marché, je ne suis pas entrepreneur. Et l'idée, si vous voulez valider est-ce qu'il y a un marché, il y a des choses vraiment très faciles à faire. Parlez dans votre entourage. Moi, je veux faire ça, 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 ça. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Donc là, vous allez sonder, vous allez voir est-ce que c'est quelque chose qui a de l'intérêt pour lequel les gens seraient capables de payer. Les stratégies. Donc, il faut avoir des stratégies. On ne peut pas réussir sans avoir une stratégie. C'est-à-dire il faut toujours analyser le contexte dans lequel on lance notre entreprise, comprendre comment mettre en place toutes les choses, mais aussi savoir quoi faire si jamais ça change. Je l'ai dit et je le redis, le plus difficile, ce n'est pas de créer une entreprise. Le plus difficile, c'est de la maintenir vivante, c'est de la rendre pérenne, c'est aller vers la phase de croissance. C'est vraiment ça qu'il faut. Et pour ça, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a toujours une stratégie. Il a toujours une idée comment faire les choses à l'avance. Il a toujours une idée en avance par rapport aux autres. La gestion, il faut être capable de gérer, mais gérer, je vais utiliser l'expression, savoir gérer pour un entrepreneur, c'est pas avoir tout le temps le nez dans le guidon, comme on dit, c'est toujours regarder de près les choses courantes, les choses quotidiennes, les choses banales, etc. Il s'agit de mettre en place les procédures. Une fois que j'ai mis les procédures, les choses vont marcher correctement. Donc, je dois d'abord réfléchir sur le comment des choses, comment doivent se dérouler les activités, comment doivent être faites les choses, etc. Et quelles sont les choses que je dois surveiller. Et après ça, je suis tranquille. Il me suffit de suivre. Donc, ce n'est pas tant la gestion courante, mais c'est plus la mise en place des procédures pour gérer son entreprise. L'accompagnement, il faut se faire accompagner. Il faut vraiment aller chercher les gens qui vont être des personnes ressources, des entreprises ressources pour vous aider à réussir votre projet. On est vraiment dans un environnement où il y a un écosystème entrepreneurial très efficace, très complet, très développé. Alors, ça serait vraiment dommage de ne pas s'entourer de toutes ces ressources-là. Il y a plein. Allez-y dans les CLD, allez-y dans les PME Montréal, allez-y dans les sociétés de développement, dans les centres d'accompagnement, dans les MRC. Il y a plein de ressources dans comment dire, même les banques, elles offrent de l'accompagnement pour les nouveaux entrepreneurs. Donc, il faut s'accompagner, s'entourer, se faire accompagner, puis s'entourer. Il ne faut pas prétendre faire tout. Je vais créer mon site web, je vais développer ma gamme, je vais faire ma publicité, je vais créer mon logo, je vais faire ma carte, je vais faire mon étude de marché, je vais faire ceci, cela. On ne peut pas tout faire. Il faut choisir les choses sur lesquelles vous êtes vraiment imbattable, qui constituent votre compétence. Personne ne peut les faire mieux que vous. C'est ça votre idée, c'est ça le noyau dur que vous maîtrisez. Vous le faites vous-même. Et puis tout ce qui va vous prendre du temps, qui va vous coûter beaucoup d'argent, vous le sous-traitez. Et vous allez voir, vous aurez l'impression que vous avez perdu de l'argent, mais vous serez gagnant au bout de fil. C'est moi qui vous le dis, c'est garanti. Apprendre de ses erreurs. Donc, c'est sûr que vous allez commettre des erreurs. Les erreurs, c'est une phase incontournable de l'entrepreneuriat. Il suffit de se dire, OK, certainement, je vais commettre des erreurs. Et si je commets des erreurs maintenant et que je les corrige, attends, ça va me permettre de ne pas me casser la gueule définitivement et puis j'en parlerai plus du projet entrepreneurial. Donc, si je pars avec cette idée-là, ça va me permettre de rebondir sur mes erreurs, ça va me permettre d'avancer, d'aller plus loin. D'ailleurs, il y a même un certain moment à Montréal, il y avait même des soirées, des soirées réseautage qui étaient organisées par des entrepreneurs qui ont connu des échecs, donc qui viennent témoigner de comment ils ont vécu l'échec et comment ils ont réussi à dépasser ces échecs-là, comment ils ont appris de leurs erreurs. Donc, le but
où l'essentiel, c'est d'apprendre de ses erreurs et de rebondir. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ou on peut continuer? C'est correct, Adel, de ton côté? OK. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. OK. Alors maintenant, comment on trouve son idée d'affaires? Comment on trouve son idée d'affaires? Quelles sont les différentes possibilités pour trouver une idée d'affaires? Alors, la première, c'est être à l'affût des occasions d'affaires. On l'a dit déjà, quand je vous ai dit je vous ai parlé de la franchise, de l'acquisition, c'est de parcourir les rubriques occasions d'affaires, c'est de regarder les journaux, d'écouter la radio, de regarder la télévision, c'est se maintenir informé de tout ce qui se passe autour de vous pour dire, OK, là, il y a une occasion d'affaires, là, il y a une occasion d'affaires. Je vous donne un exemple simple. Si vous suivez les informations, tout ce qui se dit sur la pandémie, comment elle est gérée, les difficultés, les problèmes, etc., vous allez comprendre directement qu'il y a plein de potentiel d'idées à exploiter parce que vous pourriez investir dans un créneau qui va justement permettre à mieux gérer et à mieux répondre à certains besoins de catégories qui souffrent justement de la maladie ou pour aider le gouvernement ou quelque chose comme ça. Mais il faut être en éveil, il faut regarder et écouter. Remarquer les besoins autour de soi. Donc, vous allez vous dire du genre, par exemple, OK, je viens de traverser une rue ou de marcher sur un grand boulevard et puis je n'ai même pas remarqué de café où il n'y a pas eu de garderie. Alors, comment vont faire les habitants de ce territoire? Où est-ce qu'ils vont placer leurs enfants? Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de nettoyeur, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc, toujours regarder autour de soi s'il y a des besoins, s'il y a des occasions pour démarrer son entreprise. Aussi, trouver une lacune qui cause des frustrations. Là, je vais en parler, mais je ne vais pas parler du projet parce qu'il est en phase de développement, je n'ai pas le droit de le divulguer, mais je travaille actuellement avec une entrepreneur qui développe son produit parce que les produits sur le marché, elle ne les aime pas. Elle a un petit handicap, elle doit utiliser un instrument, je ne vais pas le dire c'est quoi, mais ce qu'elle trouve sur le marché, dans le circuit médical, ça ne l'intéresse pas, ça ne correspond pas à son style de vie, ça ne correspond pas à sa façon d'être. Elle a décidé de développer son propre produit et de le vendre à des gens qui lui ressemblent. Parce qu'elle m'a dit, j'ai remarqué, il y avait beaucoup de personnes qui avaient le même besoin que moi. Elle a fait son étude de marché, elle a vérifié, et là, elle est presque à 90% de son projet. Donc, elle va démarrer bientôt la production et la vente. Donc là, je peux partir de quelque chose qui me manque, quelque chose qui me frustre, une lacune, quelque chose qui n'est pas satisfaite, quelque chose qui n'est pas satisfaite par le marché. Il y a longtemps de cela, une femme avait créé une gamme de produits à base donc pour les enfants diabétiques, à base de fruits et de légumes sucrés avec des coloris, des lapins, des oiseaux, etc. Et ça a marché, elle a fait ses ventes et tout. Donc, c'est parce qu'elle avait des enfants diabétiques et puis elle n'arrivait pas à trouver ce qu'ils aiment à manger sur le marché et qui ne soit pas trop sucré. Donc, c'est une possibilité. Faire des recherches sur l'histoire de plusieurs entreprises à succès, ce qu'on appelle les modèles inspirants, c'est-à-dire regarder les gens qui ont réussi. Je viens de vous montrer quelques-uns. Il y en a 36 000, il y en a plus que 36 000. Vous regardez comment ils ont fait, alors c'est sûr que quand on parle de modèles inspirants ou d'entreprises qui ont réussi, il ne faut pas aller voir les grandes entreprises, les multinationales, comment elles ont créé leur gamme de produits, même elles, pourtant elles ont démarré toutes petites, mais allez-y sur des modèles qui sont dans
comment dire, dans votre réalité, c'est des personnes, c'est monsieur et madame tout le monde qui étaient dans une situation où il ne travaillait pas et pourtant il a dépassé ça, il a créé son entreprise, il a travaillé dessus, etc. Donc, allez-y chercher autour de vous des personnes qui ont réussi, auxquelles vous pouvez vous comparer et qui vont vous inspirer, qui vont vous donner du courage pour aller de l'avant. Ne pas avoir peur d'innover. Alors, vous avez Uber, Airbnb, il y a pas mal de choses qu'on se disait, on n'a même pas pensé à ça en termes de services ou en termes de produits, mais pourtant, ils ont osé et les concepts ont marché. Donc, des fois, il faut oser innover, il faut oser changer les choses, il faut oser faire quelque chose de nouveau sur le marché. Parce que de toute façon, si l'idée est bonne, elle est utile, on revient toujours, le mot utile revient à la solution, le mot utile revient aussi à la proposition de valeur. Si vous proposez quelque chose qui a de la valeur aux yeux du client, eh bien, il va l'acheter. Ça veut dire quoi, avoir de la valeur aux yeux du client? Ça veut dire qu'il lui règle un problème. Moi, je dis toujours, à partir du moment où vous comprendrez que les personnes ou les clients n'achètent pas votre produit parce qu'ils veulent acheter votre produit, vous serez entrepreneur. Exemple, je ne vais pas acheter une auto parce que j'ai besoin d'une auto. Non, je vais acheter une auto parce que j'ai besoin de me déplacer rapidement ou j'ai besoin de me déplacer de façon écologique. J'ai besoin de me déplacer en me faisant voir par tout le monde parce que ma voiture est belle, etc. J'ai besoin de me déplacer en famille. Donc, c'est le problème que je cherche à régler pour lequel je vais acheter une solution. Mais ce n'est pas l'auto qui m'intéresse en soi, c'est la solution, c'est le problème que cette auto-là va me régler. Alors, si l'entrepreneur en face de moi me donne la solution que je veux, alors c'est sûr que je vais l'acheter. Donc, on vend des solutions, on ne vend pas des produits et des services. Si on comprend ça, on est sur la bonne voie. Ensuite, améliorer un produit ou un service. Ça, c'est quelque chose aussi qui marche beaucoup. Alors, j'ai pris l'exemple de Dyson, de la balayeuse, l'aspirateur Dyson. Ce n'est pas lui qui a créé le modèle initial. Ce n'est pas lui qui a créé l'aspirateur Dyson. Lui, il a acheté cet aspirateur-là et puis il n'était pas satisfait donc de la performance de son aspirateur et il a eu l'idée de l'améliorer. Je vous donne cet exemple-là et je vous invite à regarder aussi, peut-être certains l'ont vu déjà, le cas de McDonald's. Le McDonald's actuel, là, le concept du hamburger, la façon dont le hamburger est fait, l'organisation, etc., n'est pas la propriété de McDonald's. C'était deux frères qui ont développé le concept et puis qui ont franchisé le gars. Le McDonald's d'aujourd'hui, c'est tout simplement quelqu'un qui vendait des appareils électroménagers qui étaient sur la route. Et il a rencontré les deux frères initialement qui ont développé le concept McDonald's et puis lui, il a été franchisé. Donc, regardez là. Donc, souvent, ce n'est pas ceux qui créent qui deviennent de grands entrepreneurs. C'est ceux qui développent, qui vont aller ajouter quelque chose, qui vont aller rajouter une option, rajouter une caractéristique, faire de ce qu'on appelle de l'innovation, modifier la chose. Donc, ça ne nécessite pas d'avoir une idée géniale, une idée radicale. Ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais si vous attendez à redécouvrir un domaine scientifique pour être entrepreneur, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais si vous prenez toutes les choses qui ont été créées, développées jusqu'ici, et puis vous les améliorez, vous les modifiez, vous avez plus de chances de développer votre carrière entrepreneuriale. Donc, il ne faut pas attendre de trouver l'idée du siècle. Vous pouvez partir avec ce qui a été déjà fait. Identifier des problèmes ou des irritants. Donc, c'est-à-dire, on peut poser la question par rapport aux choses du quotidien. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? On peut poser la question à la famille, aux collègues de travail et tout. Et puis, partir avec ça pour l'améliorer. J'ai pris l'exemple
des frères de l'Ontario qui ont développé les sacs qu'on utilise comme bac de recyclage. Alors, eux, ils sont partis du constat que le bac de recyclage, c'est-à-dire en plastique, etc., des fois, ça donne des odeurs, les matières collent au fond, il y a des fuites des fois, etc. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont développé pour régler ce problème? Ah, j'ai oublié de remettre le truc comme il faut, excusez-moi. Donc, pour régler ce problème de bac à recyclage, ils ont inventé justement le bac qui est recyclable, qui est compostable, qui est biodégradable, en marron, dans lequel on peut mettre tous nos déchets de compost et puis il absorbe les liquides, il est valable pendant 10 jours, c'est-à-dire qu'on peut le laisser pendant 10 jours, il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas d'odeur, il n'y aura rien et on le jette directement dans le bac à compost. Et il se vend partout, à Canadian Tire, au IGA, etc. C'est quelque chose qui a marché. Se renseigner sur ce qui se fait ailleurs. Dans vos voyages, vous pouvez aussi vous inspirer quand vous regardez un film, quand vous échangez avec les gens sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez copier des idées qui existent ailleurs, mais ce n'est pas un copiage bête et dur, mais c'est un copiage intelligent. Il faut adapter toujours la chose par rapport au contexte. Parce qu'on ne peut pas aller chercher un concept qui existe directement en Asie et le plaquer au Canada ou au Québec ou dans son pays ou dans son territoire. Il y a toujours des choses qu'il faut adapter du point de vue culturel, social, réglementaire, géographique. Il faut toujours réadapter. Je vous parle du centre d'escalade qui se trouve à Gatineau. Ça a été développé par un militaire. Ça s'appelle Attitude Gym, mais ce bonhomme-là, ce militaire-là, c'est un concept qu'il a vu en Nouvelle-Zélande. Dans ses nombreux déplacements, il a vu ça, donc dans des centres d'escalade de l'Utah, à la Nouvelle-Zélande, et puis il est revenu, il a pris une église qu'il a transformée, et puis il a copié le concept, bien sûr, il l'a adapté à l'architecture de l'église, etc., mais il a fait quelque chose de génial. Aussi, identifier ses centres d'intérêt, ça je vous en ai parlé, donc partir de ce qu'on aime faire, de sa passion, de ses rêves d'enfance. Enfin, pour finir sur ce point-là, c'est que avant de vous lancer dans un projet, il faut être passionné, il faut être déterminé, il faut avoir les qualités d'un entrepreneur, il faut avoir les compétences et puis il faut démontrer qu'on est la bonne personne pour faire la chose. Si on n'est pas capable, si on n'a pas le bon profil, ça ne sert à rien. Alors maintenant, on arrive au point, c'est quels sont les secteurs porteurs, c'est-à-dire si on veut partir en affaires aujourd'hui, quelle est la piste qu'on va prendre, quel est le domaine qu'on va envisager. Alors, il y a le commerce en ligne. Donc, pour vous donner une idée du commerce en ligne, moi, du moins au Québec, je vous conseille d'aller sur Cefrio. C'est un site où toutes les habitudes de consommation des Québécois, ils achètent quoi, quand, comment, etc., combien ils dépensent, vous allez trouver là-bas beaucoup d'idées. Il y a aussi la piste du développement durable, ou ce qu'on appelle la green business. C'est quoi le développement durable? C'est justement, par exemple, le cas des sacs pour le compost des frères ontariens. Ça va dans le développement durable, où les gens vont acheter ce qui est propice à l'environnement, ce qui est éthique, ce qui est local. Et puis, moi, je vous encourage à aller dans cette piste-là parce qu'avec la pandémie, avec ce qu'on a vécu au printemps, avec les risques de rupture de stock à cause de la fermeture des frontières avec les États-Unis d'Amérique, etc., le gouvernement québécois a lancé l'idée du projet du panier bleu au Québec. C'est dans le sens où on va fabriquer pratiquement tout au Québec, on va produire pratiquement tout au Québec. Et aller dans aussi une approche durable, encourager l'économie verte, c'est-à-dire
prendre le tournant, autant prendre un tournant vert. Donc, beaucoup de choses sont mises en place. Vous pouvez regarder le ministère de l'Industrie et de l'Innovation. Il y a beaucoup d'appels d'offres. Il y a des subventions qui sont accordées à tout ce qui va aller dans ce sens-là. Donc, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, le domaine de l'artisanat, le domaine de la manufacture. Donc, tout ce qui va dans ce sens-là, local, vert, c'est encouragé. Donc, il suffit de trouver le bon produit ou le bon service. Les nouvelles technologies, maintenant, on parle beaucoup des plateformes, le télétravail, téléformation, télémagasinage, etc., etc. Ça marche beaucoup. Là, je travaille avec 2 gars qui développent 2 plateformes qui rentrent en plein dedans. Donc, c'est, voilà, ils utilisent leurs connaissances en informatique pour créer des plateformes, justement, qui vont servir aux gens en période de pandémie. Elles sont en développement. Là, le e-santé, donc tout ce qui est lié à la santé, mais via le numérique, ça peut être aussi, pour ceux qui ont des capacités en informatique, ça pourrait être aussi une piste. Les sociétés d'emballage et de livraison, parce que pourquoi d'emballage? Parce que comme les gens n'achètent plus physiquement dans les magasins et qu'ils se font livrer, donc il faut emballer, il faut mettre les choses, il faut les sécuriser. Donc, c'est aussi une piste. Vous pouvez investir dans la création, le développement d'emballages écologiques, biodégradables, facile à transporter, sécurisant, etc. Et aussi la livraison de façon générale. On a aussi le nettoyage et la propreté. Ça prend un essor vraiment fulgurant, surtout avec la pandémie. Et quand bien même, peut-être vous allez me dire, oui, mais quand la pandémie sera passée, les entreprises qui seront lancées là-dedans, elles risquent de se retrouver avec 0 chiffre d'affaires. Les habitudes de consommation auront définitivement changé. On aura toujours besoin de produits de nettoyage, on aura besoin toujours de désinfectants parce que ça nous a complètement marqué dans nos façons de vivre. Donc, même s'il y aura une baisse, il y aura toujours un chiffre d'affaires, il y aura toujours un marché à satisfaire. Les fabricants de produits de nettoyage, les désinfectants, les masques, etc., là, il y a beaucoup même, c'est pas uniquement des entreprises qui se sont lancées ici directement dans ce domaine-là, dans cette piste-là, mais il y avait des entreprises qui existaient déjà, qui ont carrément fait ce qu'on appelle un pivotage stratégique, dans le sens où leur produit de départ, ça ne fonctionnait pas parce qu'on était en pandémie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recyclé leurs machines, ils les ont redéployées, ils ont commencé à fabriquer des masques, à vendre des désinfectants, etc. Il y a aussi tout le marché des seniors. Tout ce qui est soins personnels, tout ce qui est, vous allez offrir comme service, comme bien aux seniors. La population, elle est très importante. Vous avez vu tout ce qui se passe. Je reviens toujours à la pandémie. Les besoins sont criants, donc vous pouvez chercher des solutions pour ces seniors-là en termes de biens ou de services à leur offrir. C'est un grand marché. Il y a aussi la livraison des repas. Je vous cite juste l'exemple de Uber Eats, Skip, DoorDash. Et donc, c'est aussi une possibilité à exploiter. Madame Merarbi, il y a un commentaire. Je vais vous lire, s'il vous plaît. Merci, Yamina. Je vous en prie, une minute. Je vais aller le voir. Alors, donc, la personne dit, c'est Erdogan, juste un point pour développer la discussion. Qu'est-ce qui a changé avec la pandémie qui continue? Y a-t-il de nouveaux modèles d'affaires? Le transport, livraison, comme exemple, je fais allusion à Amazon. Je pense que vous avez abordé certains points, mais je vous laisse la parole. Oui, effectivement, c'est pas un nouveau, comment dire, il y a un nouveau, je ne vais pas utiliser le mot paradigme, il est trop compliqué. Effectivement, il y a de nouvelles habitudes de consommation, effectivement, qui se sont développées avec la pandémie. Et les entreprises font ce qu'on appelle le pivotage. J'ai utilisé le pivotage, c'est une technique. Faire pivoter son modèle d'affaires, c'est quoi? C'est pas le changer, mais le modifier pour l'adapter au contexte de pandémie. Donc,
il y a par exemple Uber qui est une entreprise de transport. Avec la pandémie, elle a mis l'accent sur Uber Eats et maintenant elle va développer aussi Uber Eats pour les travailleurs, pour les professionnels. C'est comme une autre histoire encore. Donc, on fait pivoter le modèle d'affaires pour l'adapter au contexte de pandémie. Il y a par exemple une entreprise qui, je ne me rappelle plus son nom, mais qui fabrique des casiers pour des événements. Donc, elle, par exemple, s'il y a une fête quelque part, un festival, elle va, elle prend ses casiers, elle les loue pour l'organisateur. Et puis maintenant, il n'y a plus de festival, il n'y a plus de fête, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis en place ces casiers dans certains quartiers à Montréal où on dépose la nourriture là-bas. Donc, les gens qui livrent, ils ne sont pas en contact avec les personnes, ils ne tapent pas à la porte, mais ils déposent la nourriture dans les casiers. Les personnes viennent les chercher. Donc, elle a repris ces casiers et les a utilisés pour déposer de la nourriture. C'est ce qu'on appelle un pivotage de modèle d'affaires. Donc, c'est un changement. C'est juste une modification. Mais effectivement, avec la pandémie, tout change. Tout change. Il faut se mettre là-dessus. Merci. De rien. Donc, on va aborder maintenant quelques outils, mais je vais les faire vraiment parce que, oui, on va laisser un petit temps pour les questions. Je vais aborder quelques outils pour valider son idée, pour développer son projet. Il y a le triangle entrepreneurial. Ça, c'est moi qui l'ai développé. C'est d'après mon expérience, donc je l'ai fabriqué moi-même. Donc, le triangle entrepreneurial, c'est le promoteur, avec un E, le produit, et puis la viabilité et la vision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour démarrer son entreprise, il faut s'assurer qu'on a ces choses-là. Je vais commencer par le promoteur. Le promoteur, je vous ai dit, il faut vérifier qu'on est la bonne personne pour faire le projet. Pourquoi les gens achèteraient votre produit? Pourquoi vous seriez, est-ce que vous êtes crédible? Quelles sont les raisons qui vous poussent à faire ce projet-là? Est-ce que vous avez tous les atouts? Est-ce que vous avez toutes les compétences, toutes les connaissances? Alors souvent, il faut passer par une phase d'aller faire un test de profil entrepreneurial. Il y a beaucoup de tests. Vous pouvez aller sur le site de la BDC et celui que j'utilise le plus souvent. Donc, vous allez vous tester pour voir est-ce que vous avez le profil entrepreneurial parce que c'est le point de départ. C'est vous le moteur du projet. Donc, si vous n'êtes pas un bon moteur, le projet ne décollera jamais. Ensuite, le produit ou le service, c'est-à-dire votre proposition de valeur. J'ai mis exprès le cadeau ici. Quel cadeau vous allez offrir au client? C'est quoi la problématique que vous allez régler chez le client? C'est quoi la solution que vous allez lui offrir? Est-ce que le client va acheter, il va payer pour avoir cette solution? Donc, il faut travailler votre proposition de valeur, il faut l'écrire, il faut la rédiger, il faut la tester. Et puis, bien sûr, si c'est une bonne proposition de valeur, il faut passer au stade du développement et de la conception. Mais il faut vraiment prendre le temps de travailler sur cette proposition de valeur parce que vous n'offrez pas un produit, vous offrez une proposition de valeur. Il faut bien la cerner, il faut bien la développer, il faut bien la traiter. La viabilité. Donc, OK, je suis la bonne personne, j'ai la bonne idée, mais est-ce que j'ai les moyens pour développer mon projet? Qu'est-ce que ça va me prendre comme ressources? Qu'est-ce que ça va me nécessiter? Comment je vais faire pour mobiliser? Alors, moi, quand je pose la première question, quelles sont les ressources dont vous aurez besoin pour démarrer votre projet? Ça ne veut pas dire que si je ne trouve pas, je vais dire, OK, c'est nul, j'arrête. Non, parce que si mon idée est bonne, je dois avoir un plan de mobilisation. Je vous ai donné des exemples de personnes qui sont parties de rien, mais comme l'idée est bonne, on a échafaudé un plan de mobilisation des ressources. Qu'est-ce que ça va me ramener? Combien va me payer le client à peu près? Ça va être sous forme de quoi qu'il va me payer? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est un prix de groupe? Est-ce que c'est un prix de catalogue? Qu'est-ce que fait la concurrence? Qu'est-ce que je vais faire de mieux que la concurrence? Donc, toutes ces questions-là, il faut se les poser au départ. Il faut trouver les bonnes réponses. Si j'ai les réponses, j'ai les ressources ou je ne les ai pas, mais je sais comment les mobiliser. Je sais comment
je vais aller chercher l'argent chez le client et je sais pourquoi il va acheter parce que je fais quelque chose de différent que la concurrence et que je suis capable d'être rentable parce que je peux couvrir mes coûts, mes dépenses, etc. Après, le dernier élément, c'est la vision. Parce qu'il faut démarrer, oui, mais il faut aller loin. OK? Donc, qu'est-ce que j'envisage comme avenir? Où est-ce que je veux amener mon entreprise et quels sont les grands défis? Parce que cette vision-là, c'est elle toujours qui va me servir comment dire, de moteur pour me tirer vers l'avance, qui va me pousser vers l'avant et qui va me permettre d'aller plus loin. Ça, c'est le triangle entrepreneurial. Après, il y a le plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires, c'est quoi? Le plan d'affaires, c'est un document à peu près on va dire, de minimum entre 30 à 40 pages. Entre 30 et 40 pages. Donc, il y a plusieurs étapes dans ce plan d'affaires. Il commence par un sommaire exécutif. Donc, le sommaire exécutif, c'est un résumé du projet. C'est à peu près 2 à 3 pages. Et généralement, si vous allez chercher du financement, c'est ce plan d'affaires que les financeurs vont voir, mais aussi le plan d'affaires, ça va vous servir de guide de gestion, ça va vous servir de feuille de route. Une fois que vous avez démarré, vous allez toujours vous référer au plan d'affaires. Le mot plan d'affaires veut dire planifier. Et donc, il y a des plans à l'intérieur. Donc, quand je démarre, je vais toujours me dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est la prochaine étape? Je vais revenir à mon plan d'affaires. Et c'est sûr qu'il y aura des choses qui vont être modifiées. Je ne suis pas sûre d'exécuter mon plan d'affaires à 100%, mais au moins, je vais essayer de m'approcher le plus et de rectifier les choses qui ne sont pas correctes parce que les contextes a changé, qu'il y a eu une donnée nouvelle ou autre chose. Donc, le plan d'affaires, en plus du sommaire exécutif qui est son résumé, qu'on présente en premier lieu, il est composé de la présentation de l'idée d'affaires, c'est quoi votre idée, son origine, son histoire. Pourquoi vous voulez faire ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes formé dans ce domaine? Est-ce que justement parce que vous avez cherché à avoir ça sur le marché, vous n'étiez pas satisfaite? Est-ce que c'est de votre famille, de par vos voyages? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré ou poussé ou motivé à faire ce projet? La présentation du promoteur. Donc ici, je reviens à l'idée du promoteur, vos compétences, vos connaissances, vos qualités, vos expériences de travail. Alors, dans la présentation du promoteur, généralement, quand on apprécie les plans d'affaires ou quand on juge est-ce que la personne mérite d'avoir son financement ou le projet et qu'on veut apprécier le promoteur, on regarde ses compétences dans le domaine où il veut se lancer et puis on regarde aussi sa connaissance du monde entrepreneurial et de la gestion. Est-ce que il sait c'est quoi gérer, est-ce qu'il sait c'est quoi entreprendre, est-ce qu'il sait c'est quoi une entreprise, et puis ses qualités, est-ce qu'il a des qualités entrepreneuriales, l'observation, l'écoute, la créativité et tout. Ensuite, il y a une partie sur la forme juridique et la structure de la propriété parce que vous allez travailler, interagir avec d'autres personnes, avec d'autres entreprises, avec la société. Il vous faut une structure juridique, soit vous allez être une Inc., travailleur autonome, société. Il y a différentes formes juridiques ici au Québec, mais les plus connues, c'est la Inc., la société, le travailleur autonome, et puis il y a les OBNL et les coopératives. Il y a l'étude de marché. Donc, vous devez démontrer dans votre plan d'affaires qu'il y a un marché potentiel, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui potentiellement va acheter votre produit. Vous allez faire l'analyse de la clientèle, l'analyse de la concurrence, vous allez cibler votre clientèle, vous allez décrire votre clientèle, comprendre ses besoins. Toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. En fait, l'étude de marché, elle est composée de 3 grandes parties. Il y a l'analyse de l'environnement, il y a l'étude de marché secondaire et puis l'étude de marché primaire. Mais moi, j'ai résumé tout ça dans le 5e point. Et puis, le positionnement et l'avantage concurrentiel, c'est une section. Une fois que vous avez analysé tout ça, vous allez dire, OK, il y a un marché, j'ai compris qu'est-ce que fait la concurrence, j'ai compris qu'est-ce que veut la clientèle. Maintenant, voilà ce que je propose. C'est ce qu'on appelle le positionnement ou l'avantage concurrentiel. Voilà comment je compte me distinguer de la concurrence. Voilà ce que je compte faire pour satisfaire ma clientèle.
Ensuite, les stratégies marketing, ou ce qu'on appelle tout bonnement le mix marketing, ou les 4P, ou les 5P, ou les 6P. Chacun les appelle comme il veut. C'est réfléchir sur l'offre. Qu'est-ce que j'offre réellement, à quel prix, comment je vais faire la communication et comment je vais le distribuer. Ensuite, il y a le plan des opérations dans le plan d'affaires. Ça, vous allez dire comment vous allez vous organiser, quelles sont vos activités, quelles sont les ressources dont vous avez besoin, tout un agenda, un plan d'action, toutes les choses que vous allez faire. Après, au final, on a les prévisions financières. Les prévisions financières, ça prend 4 documents essentiellement. Je vous dis l'essentiel parce qu'après, il y a d'autres choses plus précises. Mais au moins, dans les prévisions financières, vous devez dire combien vous coûtera votre démarrage de projet et comment vous allez faire pour chercher cet argent-là. Donc, ce qu'on appelle le tableau coût-financement. Vous devez donner un tableau pour dire quelles seront vos dépenses, un tableau pour dire quels seront vos revenus, un tableau pour montrer vos résultats. C'est les 4 principaux documents que contiennent les prévisions financières. Et puis, vous rajoutez les annexes. Vous mettez les CV, les questionnaires, les articles, des tableaux plus détaillés de vos finances, etc. Donc, c'est ça le plan d'affaires. Donc, maintenant, il y a une autre méthode de travail. C'est le BMC dont on avait parlé tout à l'heure. C'est le Business Model Canva en anglais et puis c'est Canva de modèle d'affaires en français. C'est une méthode qui a été développée dans les années 80 comment dire, pour les startups. Donc, les ingénieurs qui développaient des startups, ils avaient de belles idées, mais c'était compliqué pour eux d'aller chercher du financement rapidement. Donc, il y a 2 auteurs qui ont travaillé là-dessus, donc Yves Pigneur et Oswalder, qui ont développé une matrice à 9 cases, je vous la montre ici. Donc, voilà la matrice à 9 cases pour résumer son idée d'affaires, pour la présenter succinctement, pour convaincre celui qui nous écoute d'investir sur notre idée. Donc, c'est vraiment une phase qu'on peut faire avant d'aller planifier, faire le plan d'affaires dans sa globalité. Je valide. Et puis, je sais, dernièrement, j'ai été à un séminaire. Je sais que certaines banques ici au Canada et au Québec particulièrement, pour une première entrevue, pour chercher du financement, ils acceptent d'écouter l'entrepreneur qui présente son BMC. Donc, je sais par exemple que dans la région de Beauce, par exemple, c'est pratique que les entrepreneurs aillent chercher leur financement au début, donc une première approche avec le BMC. Alors, c'est quoi ce BMC? Donc, c'est ça, c'est 9 cases, comme vous les voyez. Alors, je ne sais pas si je peux utiliser un crayon ou quelque chose comme ça. Non, oui, c'est ça normalement. Vous pouvez, je pense, le... Oui, c'est bon, je l'ai trouvé, je pense. Ah, vous l'avez trouvé, OK. Excellent. Oui, donc voilà, c'est ça. Donc ici, dans cette partie-là, on a 3 parties qui composent le BMC, OK? Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la désirabilité. Je vous le dis, donc cette partie-là, ce grand bloc-là, c'est ce qu'on appelle la désirabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que désire le client, ok? Cette partie-là de gauche, c'est ce qu'on appelle la faisabilité. Comment faire pour satisfaire ce qu'on va donner au client ici. Donc ça, c'est la désirabilité, ça, c'est la faisabilité, et puis ça, c'est la viabilité, c'est-à-dire ça nous coûte combien et ça va nous rapporter combien. Donc en gros, si vous voulez vous rappeler, il y a 3 parties. OK? Alors, quelles sont ces cases? Donc, la première case, c'est la proposition de valeur, c'est la case 1. Qu'est-ce que je propose? Mais je vous ai dit, il ne s'agit pas d'écrire ici, par exemple, je propose de vendre des chaussures. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait une proposition de valeur. Qu'est-ce que ces chaussures vont apporter aux clients? Je ne propose pas de vendre des formations. C'est quoi, qu'est-ce qu'elles offrent ces formations comme solution à mes clients? Je ne propose pas de vendre une auto. Qu'est-ce que offre comme solution cette auto aux clients? C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà du produit, au-delà du service. Alors, directement après avoir rempli la case 1,
Donc, l'idée ici, c'est que vous avez une matrice. Je peux l'écrire sur une feuille. Moi, d'habitude, je remets aux entrepreneurs une grande feuille plastifiée. Et puis, ils mettent des post-it. L'idée, c'est d'accrocher. Alors, vous pouvez aussi la dessiner sur un mur, la coller sur votre frigidaire, l'écrire sur une feuille sur votre bureau. C'est facile à reproduire. Et puis, j'ai une idée. Je colle un post-it, j'écris. Là-dessus, j'écris des choses, je colle un post-it. Après, j'ai une autre idée, je colle un autre post-it. Et puis, je colle un autre post-it. J'enlève, je change, je modifie jusqu'à ce que j'arrive à la version finale. Et puis, pour quel client, donc quel segment, à quel segment de clients je le destine. Je ne vais pas vendre mes autos à tout le monde. Est-ce que je les vends aux femmes? Est-ce que je les vends aux hommes? Est-ce que je les vends à des entrepreneurs? Est-ce que je les vends à des sportifs, à des écologiques? À qui? Je vais vendre mes autos. Avec précision, c'est qui mon segment de clientèle ou mes segments de clientèle. Et puis ici, quelle relation je veux avoir? Comment je veux interagir avec mes clients? C'est les relations avec les clients. C'est l'interaction. Est-ce que je veux que le client ait une relation personnalisée avec moi, c'est-à-dire qu'il va arriver chez moi ou je vais partir chez lui, je vais lui rendre service sur place, je vais prendre ses besoins, ses attentes, etc. de façon individuelle, ou je veux qu'il me rejoigne juste sur un site web, ou je veux qu'il rentre dans ma boutique, il prend ses affaires, il les met dans le panier, il paye et puis ni vu ni connu. C'est une interaction automatisée. Est-ce que je veux qu'il m'appelle au téléphone et puis je vais lui expliquer, je vais l'accompagner? Quel type d'interaction je vais avoir avec le client? Est-ce que je veux, par exemple, ce qui se développe de plus en plus maintenant, faire une co-création avec le client? Je vais l'appeler, je vais lui dire, OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu valides? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Ce qu'on appelle une relation de co-création, une communauté d'utilisateurs. Les canaux de distribution et de communication. Comment je vais distribuer ce produit, si c'est un produit, et comment je vais communiquer avec le client via les réseaux sociaux, par envoi de courriel, infolettre, radio, télé, réseautage traditionnel. C'est quoi? Est-ce que je vais faire une distribution via les distributeurs ou directement en ligne, en boutique? Comment je fais? Donc, une fois que j'ai fini cette partie-là, la question est, je fais comment? C'est ça la faisabilité. Je fais comment pour honorer tous mes engagements, tous les engagements que j'ai pris ici vis-à-vis du client? Comment je vais m'organiser? Alors, il faut que je définisse mes activités clés. Il y a le mot-clé qui n'est pas écrit ici. Il faut que je sache quelles sont mes activités clés. Donc, mes activités essentielles. Si je ne les fais pas, le client ne sera jamais satisfait. Quelles sont mes ressources clés? De quoi j'ai besoin? Est-ce que, par exemple, si mon activité clé, c'est de créer une plateforme, par exemple, je prendrai Airbnb par exemple, c'est la plateforme, c'est la création, la maintenance, la gestion des plaintes, etc., qui sont comme des activités clés. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Alors, si j'ai besoin d'une plateforme, j'ai besoin d'ingénieurs, j'ai besoin d'informaticiens. Et puis, les partenaires clés. Quels sont les partenaires avec qui je peux travailler? Ça peut être des designers, ça peut être des informaticiens, ça peut être PayPal, ça peut être les banques, ça peut être les organismes gouvernementaux. Mais juste une chose ici, il y a le mot-clé qui n'apparaît pas, mais qui est fondamental. Je vais vous montrer après le e-book que j'ai fait. C'est clé. C'est les partenaires, les activités et les ressources clés, c'est-à-dire les plus fondamentaux pour réussir mon activité. Parce qu'il s'agit de présenter ça de façon succincte. Pour présenter un BMC, on vous donnera 5 minutes. Vous n'aurez pas 10 minutes. C'est 5 minutes pour présenter ces 9 cases. Après, une fois que j'ai dit comment faire, de quoi j'ai besoin essentiellement, parce que je ne vais pas dire que j'ai besoin d'un bureau pour une chaise pour m'asseoir. Oui, ça c'est évident, on le sait. Je ne vais pas dire que j'ai besoin d'un téléphone, sauf si mon travail va passer essentiellement par le téléphone. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire, il y a les ressources qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas indispensables. Après, il y a les revenus, les flux de revenus. Ici, les flux de revenus, c'est bien de réfléchir avec cette matrice parce que ça change la vision des choses. Dans le plan d'affaires, c'est comme si on conditionnait,
parce que moi, je travaille avec les deux outils. C'est comme si on conditionnait l'entrepreneur à avoir juste un revenu. Je vais vendre mes produits, je vais vendre mes services ou mes événements. Alors que quand on travaille avec les flux de revenus, on pousse l'entrepreneur à chercher toutes les possibilités de flux de revenus qu'il peut aller chercher le client. Je peux vendre mes produits, je peux faire des abonnements, je peux faire du référencement, je peux faire de la publicité, je peux faire pas mal de choses. J'ai une femme qui a créé un e-book sur la cuisine montréalaise d'inspiration vietnamienne. Eh ben, il y a la vente du livre papier, la vente du e-book. Donc, quand elle décrit ses vidéos et tout, si elle utilise des nouilles, par exemple, elle va leur dire, vous allez les acheter au marché tôt, par exemple, et puis il y a un lien de référencement. À chaque fois que quelqu'un l'utilise, elle a un pourcentage. Si elle utilise du matériel culinaire, elle fait du placement. Au final, elle a de bons revenus parce qu'elle a identifié plusieurs flux de revenus. Donc, il faut ouvrir votre vision là et puis aller chercher différents types de flux de revenus que vous pourriez aller chercher chez le client. Et puis les coûts. C'est quoi vos grands centres de coûts? Qu'est-ce qui va vous coûter le plus cher? Est-ce que ce qui va me coûter le plus cher, c'est le développement du prototype, c'est la création de la plateforme, c'est le paiement des ressources humaines que je vais utiliser, c'est les équipements, c'est l'aménagement, c'est les décorations. Donc, il faut identifier les différents centres de coûts que vous avez ici. Je vais aller vous montrer. Moi, je dois d'abord quitter. Pourquoi ça ne marche pas? Alors. Non, si j'arrête ici, je vais tout arrêter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux revenir à... Oui, c'est ça, Oh. revenir, vous montrer des choses, mais j'arrive pas à faire échappe. Qu'est-ce qui se passe là? Si je fais ça, non. Ah oui, c'est bon, je pense que j'ai compris. Non, ça marche pas, c'est bloqué. Oui. Sinon, peut-être, on peut arrêter de le partage et puis repartager. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire ça? OK. Oui. Donc, là. OK. Voilà, c'est ça. OK, je vais revenir au partage d'écran. OK, alors, où est-ce qu'il était partagé? Je voulais vous montrer... On voit votre écran maintenant, c'est bon. Oui, mais ce n'est pas ça que je voulais. OK. Ah oui, c'est bon, ça y est. Je reviens ici. Je vais vous montrer un e-book que j'ai fait. Il n'est pas encore disponible. Donc, ça, je me fais un peu de publicité. Donc, j'ai écrit, mais ce qui est intéressant dans le e-book, c'est qu'il y a des guides pratiques, il y a des quiz et tout pour justement développer son idée d'affaires. Et puis, je reviens ici à la présentation pour vous montrer, certains programmes que vous pourriez suivre. Donc, moi, je le dis, je travaille aussi en collaboration avec la commission Marguerite Bourgeois. Il y a des programmes de formation au lancement d'entreprise. Donc, c'est des programmes de 3 mois. Ils sont admissibles au pré-bourse et c'est des programmes qui se font en ligne et c'est gratuit. Donc, si vous avez une idée d'affaires, vous pouvez prendre mes courriels ou mon téléphone et puis vous pouvez vous inscrire. Ce qui est intéressant avec les programmes lancement d'une entreprise maintenant, c'est qu'ils travaillent sur le nouveau modèle. C'est-à-dire, il y a des gens, je sais que c'est un passage presque obligé pour les nouveaux arrivants de faire le programme lancement d'entreprise, mais c'est qu'ils peuvent refaire le nouveau programme, faire la nouvelle version, c'est-à-dire travailler avec le BMC. Voilà, j'ai terminé ma partie publicité. Donc, on peut ouvrir les micros pour les questions. Allez-y, je suis toute oui. Vous pouvez soit poser vos questions. Oui. Voilà, il y a une question qui s'en vient. Je vais vous la lire. Combien ça coûte de se faire accompagner par un professionnel pour construire et valider un BMC? Un BMC, juste valider le BMC, ça ne vous servira pas à grand-chose parce que on peut le faire en 1 heure de coaching qui va vous coûter à peu près $100. Mais l'idée, c'est d'alimenter les parties. Les parties. À ce moment-là, il faut travailler sur tout le projet. C'est à peu près un $2000. Un bon travail qui sera fait, ça va être un $2000. Je parle au bas mot. Il y a beaucoup de détails qu'il faut travailler.
Adil, il y a une autre question qui était avant celle-là. C'est de M. Fares. Est-ce que je peux la lire? Ah oui, 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 vas-y, Amina. Quelle est la meilleure ressource qui peut aider avec la partie étude du marché? C'est M. Fares, s'il veut prendre la parole, la reposer ou la… Oui, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous donner un lien. Je vais l'écrire ici. C'est Info Entrepreneur. Donc, je vais l'écrire. Vous avez toujours la diapo? Je vais l'écrire ici. C'est Info Entrepreneur. C'est vraiment, ça aide beaucoup. Ça, c'est un premier départ. Vous pouvez les appeler. Vous pouvez leur écrire un courriel. Ils offrent à peu près 30 minutes de consultation gratuite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller poser des questions pour lesquelles vous ne pouvez pas trouver de réponse vous-même par Internet ou l'observation ou les questionnaires ou l'entrevue, etc. Parce qu'au-delà de 30 minutes, ils vont vous faire payer. L'autre ressource, dépendamment d'où vous habitez, ok, j'insiste beaucoup, ou où vous voulez créer votre entreprise, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si je suis travailleur autonome, je vais aller chercher les ressources de mon territoire d'habitation. Donc, je peux aller dans un CLD, je peux aller dans un PME Montréal. Admettons que vous êtes à Montréal, il faut regarder votre arrondissement, le PME Montréal qui correspond à votre arrondissement. Il y a 6 PME Montréal à Montréal. Donc, c'est comme des entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement des entrepreneurs. Mais admettons, vous êtes à l'extérieur de Montréal, il faut regarder ce qu'on appelle les CLD, Centre local de développement. Local de développement. Ou alors, vous avez les SADC, c'est des sociétés de développement, sociétés pour le développement des collectivités. Et puis, il y a les centres d'accompagnement des entrepreneurs. Mais si vous êtes complètement bloqué, vous pouvez aller voir votre municipalité ou votre MRC. Ils vont vous accompagner, vont vous donner les tuyaux. Ça, c'est pour le début. Okay? Après, il y a des sites gouvernementaux, il y a pas mal, il y a Industrie Canada, il y a ICRIC, il y a pas mal de ressources que vous pouvez consulter pour valider votre idée d'affaires. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est bon. Si. Adil, il y a une autre question. Oui, une autre question. C'est de M. Majid Radi. Donc, j'ai un AEC en conception et création de sites web et je vais lancer une entreprise pour la création de sites web professionnels. Je cherche des partenaires. Donc, ce n'est pas une question, M. Radi, c'est vous cherchez des partenaires, c'est ça? Ou en même temps, c'est une question. Vous voulez savoir comment trouver des partenaires, peut-être? C'est quoi sa question? Il veut trouver des partenaires, c'est ça? Oui, il cherche des partenaires. Il est concepteur en création site web et il cherche des partenaires pour lancer une entreprise en conception. Je ne sais pas votre expérience si vous avez fait affaire avec des… Oui. Est-ce que vous connaissez Piche Québec? C'est Adel, c'est ça? Comment il s'appelle? Excusez-moi, je mélange les noms. On ne vous entend pas, Madame Hererbi. Madame Hererbi, on ne vous entend pas. Vous êtes sur mute, madame. Oui, j'essaie de la unmuter. OK, ouais. c'est bon maintenant? Ah oui, on vous entend. Oui, je suis unmutée, OK. Ouais. Celui qui a posé la question, c'est Félix, c'est ça? Je ne sais pas si c'est Félix. C'est M. Kadi. Monsieur Kadi, je ne sais pas ce que vous connaissez Piche Québec. C'est comme une centrale de travailleurs autonomes. À ce moment-là, moi, je vous conseille de les contacter et de discuter avec eux parce que c'est la meilleure façon d'aller chercher des partenaires. Ou alors de rejoindre un groupe de formation parce que vous pouvez réseauter avec eux aussi et trouver des partenaires. Mais Piche Québec, pour un début, ça pourrait être une possibilité. L'autre possibilité, si ce n'est pas des partenaires que vous cherchez, des investisseurs que vous cherchez qui vont vous financer pour développer votre plateforme, moi, je vous conseille d'aller voir Ange Québec. Donc, Ange Québec, aussi, c'est donc Ange, comme ça se prononce. Ange Québec, ça, ils peuvent vous présenter à des anges qui vont financer votre projet de création de plateforme et de site web, dépendamment de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est bon, M. Kadi?
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? N'hésitez pas, soit à travers votre micro ou bien vous pouvez poser la question dans le chat. Oui, est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Vous êtes... C'est Fares. C'est Fares. Ok, allez-y, monsieur Fares. Donc, oui, donc moi j'avais une idée, je l'avais la première chose que j'ai pensé à, c'était de la présenter aux amis, aux collègues qui étaient autour de moi, puis ils étaient euh, très excités par cette idée-là. Mon problème, c'était vraiment comme qui peut m'aider à choisir ou à calculer exactement combien ça va me coûter. Euh, euh, Principalement, c'est combien ça va me coûter. Est-ce que je dois faire une coopérative? Est-ce que je dois faire une entreprise ou une compagnie à action? Comment ça se passe? J'avais pensé premièrement à contacter un comptable. C'est la première idée que j'ai eue, mais je voudrais savoir est-ce que c'est la bonne ressource? Est-ce que c'est mieux de voir avec une ressource comme vous, madame, qui avez fait la présentation, ou Oui. avec un notaire? Donc, c'est ça. Non, c'est pas l'affaire du notaire, c'est pas l'affaire du comptable, c'est l'affaire d'un coach. Un coach, quand vous le prenez, il va voir toutes les dimensions, tous les aspects du projet, à savoir qu'est-ce qui est adapté, est-ce que c'est une Inc en fonction de vos moyens, en fonction de votre capacité à assumer le risque, en fonction du risque du projet. Il va voir avec vous aussi comment évaluer le coût, parce qu'il y a un instrument qu'on appelle tableau coût-financement, donc il y a différents aspects qu'il faut évaluer, calculer. Il va vous accompagner à faire vos prévisions, voir est-ce que vous serez rentable la première année, le choix du nom, comment vous allez vous enregistrer, toute la question d'ATP, STVQ, comment organiser vos cahiers de comptabilité pour être à jour pour les déclarations comptables. Ça, c'est l'affaire du coach. Le comptable, c'est plus, une fois que vous avez fini, vous lui donnez tout, lui, il va faire remplir. Mais moi, je me dis, si vous vous débrouillez, c'est-à-dire si vous avez un bon coach et que vous vous débrouillez, vous n'avez même pas besoin d'aller payer un comptable au final. Vous allez faire les choses vous-même. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Ouvrir, s'enregistrer à la TPS-TVQ, s'incorporer, etc. On vous donne les bonnes ressources, vous faites le bon choix, après c'est parti. Vous serez capable de faire les choses. OK? Donc, ce n'est ni un comptable ni un notaire. C'est sûr que pour l'incorporation, si vous décidez de partir avec UIC, vous allez passer par un cabinet, mais ça vous coûtera moins cher parce que vous aurez fait des choses par vous-même. Parce que les cabinets de notaire, quand vous allez vous incorporer, si vous les appelez, vous dites que je veux m'incorporer, là, en avant, ils vous chargent, parce que vous ignorez. Mais il y a des opérations que vous pouvez faire en avant par vous-même qui vont vous économiser. Vous allez juste payer la partie de droit que vous devez payer au gouvernement. Mais un cabinet de notaire, il va vous faire payer aussi son travail. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est un coach en entrepreneuriat ou en lancement d'entreprise qui va vous aider à faire ça. Fares. Ok, merci. Merci à vous. Abdelkader Marc, je peux poser des questions? Oui, bien sûr. Ok, j'en ai deux précisément. La première, c'est que des fois, lorsqu'on a une idée, mais on pense qu'il y a un besoin, mais comment on peut le quantifier? Parce que vous avez parlé du modèle BMC, mais ça veut dire comment on va le quantifier? C'est quoi les mécanismes pour être sûr qu'on ne va pas peut-être rêver en couleur, que le besoin n'est pas aussi réel? Est-ce qu'il faut mettre des sondages comment quantifier qu'on a besoin? C'est quoi l'exercice qu'il faut faire pour bien estimer le besoin? Est-ce qu'il est réel ou bien juste dans nos esprits? Ça, c'est la première question. Oui. La deuxième question, c'est au niveau des subventions, lequel des modèles, vous avez parlé de but non lucratif, but lucratif, lesquels des deux qui va aller chercher le plus, le maximiser au niveau de subvention des gouvernements, de tous les paliers gouvernementaux? OK. Merci. Donc, qui a parlé maintenant? Je n'arrive pas à suivre les noms. C'est Abdelkader. OK, merci Abdelkader. Donc, pour la première question, l'appréciation du besoin, elle passe par l'étude de marché. OK. Alors, l'étude de marché se fait en deux phases. Il y a ce qu'on appelle l'étude de marché secondaire.
Alors, c'est très technique, c'est que vous allez faire une recherche sur le marché global. Par exemple, je crée des sites Internet. Quelles sont toutes les entreprises qui auraient besoin d'un site Internet sur mon territoire? J'insiste sur la notion de territoire. Et après ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à acheter votre site web. Il faut aller chercher la catégorie de clients avec laquelle vous voulez travailler et à ce moment-là, la cibler et faire des sondages et des questionnaires, des entrevues, des focus group, dépendamment de ce que vous voulez faire et de votre segment clientèle que vous avez ciblé pour apprécier réellement le besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, j'ai vraiment résumé, hein, parce que l'étude de marché, ça prend beaucoup de temps. Et c'est les deux parties qui sont les plus épineuses dans un plan d'affaires ou dans un projet d'affaires, c'est l'étude de marché et les prévisions financières. C'est les deux parties qui sont vraiment balèzes. Maintenant, pour parler des subventions, c'est sûr que tout ce qui est économie sociale et solidaire, donc tout ce qui est relatif aux coopératives, au PNL, c'est sûr qu'ils ont le plus de subventions. Ils ont le plus de subventions. Donc, vous allez aller sur n'importe quelle structure d'accompagnement au démarrage d'entreprise, que ce soit SLD ou PME Montréal, l'économie le chantier de l'économie sociale et solidaire, il offre beaucoup de subventions. Maintenant, si c'est une entreprise à but lucratif, je vous ai dit, tout ce qui est franchise, c'est exclu la subvention. On ne subventionne pas quelqu'un qui va acheter une subvention, on ne subventionne pas quelqu'un qui va acheter une franchise ou quelqu'un qui va travailler à commission ou quelqu'un qui relève d'un ordre professionnel. On ne les subventionne pas. Ça veut dire, si je veux ouvrir un cabinet d'avocat ou de comptable ou quoi que ce soit, je ne vais pas avoir de l'aide, je ne vais pas avoir de subvention. Si je veux acheter une franchise, je ne vais pas avoir de subvention. Et si je veux être un courtier immobilier, un courtier en assurance, un courtier financier, etc., tout ce qui est payé à commission, il n'est pas subventionné. Mais ce qui est priorisé, je ne dirais pas ce qui n'est pas accepté, mais je dirais ce qui est priorisé, c'est tout ce qui rentre dans la fabrication, tout ce qui est manufacture, tout ce qui est service, c'est subventionné. Mais là aussi, je vais un peu nuancer les propos, ça dépendra des territoires. Moi, par exemple, j'ai accompagné des projets dans l'agroalimentaire. À Montréal, ça n'a pas marché parce que c'est saturé. On n'a pas pu décrocher la subvention, mais en région, ça a marché parce qu'il y avait un besoin. Donc là aussi, il faut tenir compte du territoire, là où vous allez créer votre entreprise ou là où vous allez travailler. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Non, merci beaucoup. Hein. C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. On a une autre question de Myria. Est-ce qu'il est plus difficile pour un nouveau diplômé de démarrer son entreprise? Non. Je le dis sans hésitation, non, ce n'est pas difficile. Je vous ai dit, si l'idée vaut le coup et que c'est intéressant, vous avez tous les moyens qu'il faut pour démarrer son entreprise, et même si vous n'êtes pas diplômé. C'est vraiment… Alors, je n'ai pas parlé d'un aspect, l'heure est passée. Il faut savoir qu'il y a un autre moyen de financement, je vous le dis. C'était d'ailleurs le premier webinaire auquel j'ai invité Yamina, mais malheureusement, elle n'a pas pu assister, mais moi, je l'ai donné. Si ça vous intéresse, je pourrais le refaire. C'est le sociofinancement. C'est quelque chose qui s'utilise de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le financement participatif ou en anglais le crowdfunding. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vais pas parler dans le vide. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Oui. OK, donc il faut aller regarder. Je vous donne juste des pistes. Après, on pourra en reparler. Il y a Ulule, par exemple. Ulule, c'est une plateforme européenne. Il y a Kickstarter, qui est une plateforme nord-américaine. Kickstarter. Et puis, il y a La Ruche, qui est une plateforme québécoise. Donc là, je vous ai donné les principales plateformes de sociofinancement parce que si l'idée à laquelle pense
la demoiselle ou la dame qui a posé la question tout à l'heure, c'est une idée innovante, créative ou alors qui va vers l'artisanat, etc., elle a beaucoup de possibilités de se faire financer via les plateformes de sociofinancement. Ça marche aussi. J'ai beaucoup travaillé avec ces plateformes. J'en ai travaillé essentiellement avec Ulule et La Ruche. Kickstarter, je n'ai jamais travaillé avec eux. Mais ça permet d'aller chercher du financement. Mais ce n'est pas tout. Si je veux créer quelque chose de juste banal, je ne pourrais pas le mettre dans une plateforme de sociofinancement, ça ne marchera pas. OK? Donc, si l'idée est bonne, vous allez trouver la solution de la financer. Il suffit de faire votre plan d'affaires, toutes vos prévisions, votre étude de marché, vous démontrez que vous êtes capable de faire la chose et ça marche. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien. C'est ce que j'ai compris, moi, dans ce pays. Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour la clarification. Monsieur Majid, il veut poser la question. Allez-y. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci. Je ne sais pas si la question est pertinente. Si, par exemple, on vise un marché étranger, est-ce qu'il y a un moyen? Par exemple, moi, je veux viser le marché algérien concernant les sites web pour les écoles, que ce soit privées ou étatiques, les différentes entreprises. Est-ce qu'il y a du support ici? Oui. C'est très encouragé. Tous les projets à l'exportation, ils sont encouragés. Tous les projets. Et quand je dis exportation, étant au Québec, si je travaille avec une autre province, c'est considéré comme de l'exportation. Donc, il y a des budgets, il y a des appuis pour les entreprises qui veulent exporter. Oui. Et à quel niveau on doit demander ça? Alors, c'est au niveau, il y a d'abord au niveau des CLD. Vous habitez où? À NSEC. OK, alors il faut regarder PME Montréal ou il faut regarder soit PME Montréal, soit regarde si ce n'est pas organisé sous forme de société développement pour les collectivités ou un centre d'accompagnement en entrepreneuriat. Soit c'est un PME Montréal, je n'ai pas écrit PME Montréal. C'est eux, il y a des fonds. Je sais que PME Montréal, il y a des fonds pour l'exportation. Il y a aussi des fonds pour le développement du commerce en ligne. PME Montréal. Merci. De rien. Qui a levé la main? Yamina? Oui? Moi, oui, merci. Ce fut super intéressant. Suite à la discussion, si tu te souviens, on en a déjà discuté et la question que je me suis posée, est-ce qu'il y a une différence une différence dans l'approche entrepreneuriat au féminin ou est-ce qu'il y a une différence? Comment approcher une femme par rapport à un homme pour cette question-là? Donc, c'est ça ma question. Et je pense qu'on en avait déjà discuté un petit peu la dernière fois. Oui, effectivement. Merci, Yamina. Effectivement, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat féminin. J'ai participé à des projets. Effectivement, l'entrepreneuriat féminin a des spécificités parce que les femmes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les recherches, n'ont pas d'abord le même rapport à tout ce qui est argent. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, elles ont toujours la contrainte de conciliation, vie de famille et entrepreneuriat. Donc, il y a des outils, il y a des programmes. Il y a un effet. Vous m'entendez bien? Donc, il y a des outils, il y a des programmes qui travaillent notamment sur l'agilité, qui travaillent aussi sur le développement ou ce qu'on appelle l'empowerment pour développer la capacité des femmes à aller entreprendre et à aller chercher du financement. Mais effectivement, ça, ces spécificités, ce n'est pas la même démarche. Je ne dirais pas que ce n'est pas la même démarche du tout au tout, mais il y a des ajouts qu'on rajoute quand on travaille avec les femmes qu'on n'utilise pas avec les hommes parce qu'ils ont je ne dirais pas des prédispositions, mais c'est comme ça, c'est un fait. Ils sont plus à l'aise avec les chiffres. Moi, je le vois dès que je parle des chiffres avec les femmes, elles sont stressées, elles disent qu'on est nul en maths, on ne comprend rien à rien, alors que c'est les femmes qui font les budgets, c'est elles qui décident, c'est elles qui calculent. Mais quand elles voient ça sous forme d'un projet, elles perdent leur capacité, elles flippent, alors qu'un homme, tout de suite,
même s'il est, il est prêt juste à 20%, il va vous dire je suis prêt à 80%, il a confiance en soi, il va démarrer son projet. Des études ont montré que les hommes démarrent leur projet avec un produit minimum viable sur le marché à hauteur de 60%, donc il est viable à 60%, mais ils le démarrent, ils ont confiance. La femme, même s'il est à 99%, elle va vous dire que non, il n'est pas encore prêt. Elle aura du mal à le démarrer. Donc, c'est sur ces choses-là qu'on travaille aussi quand on travaille avec les femmes entrepreneurs. Oui. Une autre petite question, toujours dans ce sens, est-ce qu'il y a un aspect culturel ou c'est vraiment la revue de littérature qui mentionne ces différences à l'échelle internationale? Ah oui, 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 c'est pas culturel, c'est pas que par rapport à une région du monde, c'est les femmes. Ah, très bien, ok. Oui, oui, okay. Oui. Ben, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres